Je m'appelle Otis et à 34 ans, j'ai bâti une entreprise de technologie prospère bien que je sois l'étranger dans ma propre famille. Quand j'ai mentionné la prochaine réunion de famille lors de notre dîner de famille, je ne m'attendais jamais à ce que mon frère Jackson me rie au nez. « Tu n'es pas invité. C'est réservé à la vraie famille », a-t-il dit avec un sourire narquois qui m'a brûlé l'âme. Tout le monde à table s'est tu, mais personne ne m'a défendu. J'ai juste souri poliment et je suis parti, cachant la dévastation que je ressentais après 27 ans à essayer d'appartenir. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si les drames familiaux vous touchent de près et restez pour voir comment j'ai renversé la situation quand ils ont eu besoin de mon aide. J'avais 7 ans quand les Mitchell m'ont adopté après qu'un accident de voiture a emporté mes 2 parents biologiques. Je me souviens clairement de ce jour, debout dans le bureau de l'assistante sociale, serrant un petit sac à dos contenant tout ce que je possédais au monde. Richard et Diane Mitchell me semblaient être des géants à l'époque, avec leurs vêtements parfaits et leurs sourires aimables. Ils avaient déjà un fils, Jackson, qui avait 5 ans à l'époque, et aurait plus tard une fille, Amelia, quand j'en avais 12. Ces premières années étaient plutôt bonnes. Diane s'assurait que j'avais de nouveaux vêtements bien ajustés, m'a inscrit dans la même école primaire privée que Jackson, et faisait toujours mes biscuits au beurre de cacahuète préférés pour mon anniversaire. Richard m'ébouriffait les cheveux et m'appelait « champion » quand je ramenais de bonnes notes. Je me sentais le bienvenu, même s'il y avait toujours cette compréhension tacite que je n'étais pas vraiment le leur. Les différences sont devenues plus apparentes lorsque Jackson et moi sommes entrés au collège. Richard emmenait Jackson à la pêche le samedi matin, juste tous les deux. Quand j'ai demandé si je pouvais venir une fois, Richard m'a tapoté l'épaule et a dit « C'est notre truc, Otis. Peut-être qu'on pourra trouver quelque chose de spécial à faire pour nous aussi. » Mais ce quelque chose de spécial ne s'est jamais matérialisé. Au lieu de cela, je me suis plongé dans les études. Tandis que Jackson peinait avec l'algèbre de base, j'excellais en mathématiques et en sciences avancées. Ma mère adoptive rayonnait de fierté lors des réunions parents-professeurs, mais Richard hochait simplement la tête et demandait rapidement des nouvelles des progrès de Jackson en sport. Au début, Amelia m'adorait. Petite fille, elle me suivait partout dans la maison, posant des questions sans fin sur tout, des dinosaures au fonctionnement des ordinateurs. Je lui ai appris à faire du vélo quand elle avait 6 ans, passant des heures à courir à ses côtés dans notre rue de banlieue jusqu'à ce qu'elle trouve enfin son équilibre. Mais en entrant dans l'adolescence, elle a commencé à se rapprocher davantage de Jackson. Je les entendais rire derrière des portes closes, la conversation s'arrêtant brusquement quand je passais. Le lycée a solidifié les divisions dans notre famille. Richard avait fréquenté Westfield Prep et a clairement indiqué que Jackson suivrait ses traces. J'y ai été inscrit aussi, mais on m'a fait comprendre que c'était un effort financier, quelque chose pour lequel je devais être reconnaissant. J'ai entendu Richard dire à Diane un soir, « Nous dépensons autant pour Otis que pour notre propre fils. » Ces mots m'ont profondément blessé, mais j'ai canalisé cette peine en détermination. J'ai été diplômé major de ma promotion tandis que Jackson maintenait à peine une moyenne de C. J'ai obtenu une bourse partielle pour l'université d'État, mais ce n'était pas suffisant pour couvrir toutes les dépenses. Tandis que Jackson était envoyé dans une université privée coûteuse avec tous les frais payés, je travaillais 3 emplois à temps partiel entre les cours pour joindre les 2 bouts. Mon diplôme en informatique m'a ouvert des portes et j'ai commencé ma carrière dans une entreprise technologique de taille moyenne alors que Jackson changeait de spécialisation pour la 3e fois. Au moment où il a finalement obtenu un diplôme en commerce que Richard avait essentiellement acheté par des dons à l'école, j'avais été promu 2 fois. La dynamique familiale a continué d'évoluer de manière prévisible. Richard m'appelait occasionnellement pour des conseils lorsque son entreprise de fabrication avait besoin de mettre à jour ses systèmes, mais il n'a jamais pleinement reconnu mon expertise. Il présentait Jackson à ses associés comme « mon fils, l'avenir de Mitchell Manufacturing », tandis que j'étais simplement « Otis », qui travaille dans l'informatique. Diane essayait, à sa manière discrète, d'équilibrer les choses. Elle m'appelait régulièrement pour prendre de mes nouvelles, envoyait des colis à mon petit appartement et s'assurait de souligner mes réussites lors des réunions de famille, mais elle n'a jamais directement confronté le favoritisme évident de Richard. Et avec le temps, ses efforts sont devenus moins énergiques, comme si elle aussi avait accepté la hiérarchie familiale tacite. À la fin de la vingtaine, j'avais fondé ma propre société de conseil en technologie. L'entreprise a connu une croissance rapide, obtenant des contrats avec plusieurs entreprises du Fortune 500. J'ai acheté un appartement confortable en ville,
investi judicieusement et constitué une épargne substantielle. Pendant ce temps, Jackson rebondissait entre les emplois dans l'entreprise de son père, ne répondant jamais tout à fait aux attentes de Richard, mais recevant toujours une deuxième, troisième et quatrième chance. Malgré tout, je continuais à me présenter au dîner du dimanche une fois par mois. J'envoyais des cadeaux d'anniversaire et de Noël attentionnés. Je me souvenais des anniversaires et des événements marquants. J'essayais d'être le fils qu'il n'avait jamais pleinement accepté, espérant qu'un jour ma persévérance serait récompensée par un véritable lien familial. En y repensant maintenant, je réalise que je me préparais au chagrin qui était inévitable depuis le début. Au début de la trentaine, mon entreprise de conseil en technologie était passée d'une opération unipersonnelle à une société respectée de 28 employés. Le moment charnière est survenu il y a 5 ans lorsque j'ai décroché Collins International comme client, une multinationale qui avait besoin d'une transformation numérique complète. J'ai travaillé 80 heures par semaine pendant des mois, dormant plus souvent sur le canapé du bureau que dans mon propre lit. Lorsque nous avons mené à bien le projet en avance sur le calendrier et en deçà du budget, Collins a signé un contrat pluriannuel qui a instantanément triplé les revenus de mon entreprise. Le succès est venu par vagues par la suite. Mon expertise dans l'optimisation des systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement grâce à des solutions logicielles personnalisées est devenue très recherchée en 3 ans. Mitchell Tech Solutions, oui, j'avais gardé le nom de famille pour mon entreprise, cherchant toujours une forme de connexion, générait des revenus annuels de plusieurs millions. Je suis passé de mon modeste appartement à un penthouse dans les Westview Towers, bien que j'ai gardé un style de vie relativement simple par rapport à mes revenus. Tandis que ma vie professionnelle s'épanouissait, je continuais à faire des efforts pour maintenir les liens familiaux. Ces dîners mensuels du dimanche devenaient de plus en plus inconfortables à mesure que le contraste entre mon succès et la stagnation de Jackson devenait impossible à ignorer. Richard posait des questions vagues sur mes trucs d'informatique, avant de rapidement orienter la conversation vers des sujets où Jackson pouvait participer avec plus de confiance. Mon ami Marcus, qui était le directeur des opérations de mon entreprise, remettait souvent en question mon dévouement à ses obligations familiales. « Tu as réussi malgré eux, pas grâce à eux », disait-il après avoir entendu parler d'un autre dîner gênant. « Tu ne leur dois ni ton temps ni ton énergie émotionnelle. » Mais quelque chose en moi ne pouvait pas abandonner l'espoir que la réussite me ferait enfin sentir comme un vrai membre de la famille. À cette époque, l'entreprise de Richard a commencé à faire face à de sérieux défis. Le secteur manufacturier évoluait rapidement et Mitchell Manufacturing ne s'était pas adapté assez vite aux nouvelles technologies et à la concurrence mondiale. J'ai offert des suggestions et même proposé une collaboration entre nos entreprises. Mais Richard souriait avec raideur et disait « Nous faisons ça depuis 3 générations. Nous surmonterons cette tempête à notre manière. » Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que leur manière impliquait de prendre une deuxième et une troisième hypothèque sur leur maison et de liquider leur compte de retraite. L'orgueil de Richard l'empêchait d'admettre la gravité de la situation jusqu'à un moment particulièrement désespéré où il m'a demandé un prêt commercial temporaire de $60 000. J'ai transféré l'argent immédiatement, rédigeant des documents de prêt en bonne et due forme par habitude, même si je ne m'attendais pas vraiment à être remboursé. Jackson, pendant ce temps, avait lancé plusieurs entreprises de son côté, une boutique de souvenirs sportifs, un service de livraison de nourriture pour chiens haut de gamme et, plus récemment, une brasserie artisanale. Chaque entreprise suivait le même schéma, enthousiasme initial, mauvaise gestion, intérêt décroissant et échec final. Après chaque effondrement, il retournait à un poste dans l'entreprise de son père, où ses échecs étaient discrètement absorbés par les finances en difficulté de l'entreprise plus grande. Ma sœur Amelia avait épousé Bradley Worthington, héritier d'une fortune bancaire régionale. Bradley ne faisait aucun effort pour cacher son dédain pour mon statut d'adopté, faisant souvent des commentaires sur la « bonne lignée » et la « qualité du sang » à portée de voix. Amelia, désireuse de garantir sa position dans la riche famille de Bradley, contestait rarement ses remarques et se joignait même parfois avec des pics subtils sur les « vrais Mitchell ». Un aspect particulièrement douloureux de cette période a été de voir la santé de Diane décliner. Elle a développé une polyarthrite rhumatoïde qui s'est progressivement aggravée, nécessitant des traitements spécialisés non entièrement couverts par l'assurance. Quand je l'ai entendu dire à Richard qu'il pourrait avoir besoin de réduire ses médicaments en raison des coûts, j'ai arrangé anonymement avec son médecin de couvrir toutes ses dépenses médicales. Pendant 3 ans, j'ai payé $1 500 par mois pour ces traitements, sans jamais dire à personne dans la famille que j'étais la source de cette aide financière mystérieuse. Malgré mes réussites professionnelles et ma sécurité financière, une profonde solitude s'était installée dans ma vie. Je sortais occasionnellement,
mais les relations s'éteignaient inévitablement lorsque je ne pouvais pas m'ouvrir complètement sur ma situation familiale, ou lorsque des partenaires potentiels sentaient la douleur non résolue que je portais. J'ai construit une belle maison, mais je recevais rarement. Je pouvais me permettre des vacances de luxe, mais je voyageais généralement seul pour affaires, prolongeant mes voyages d'un jour ou deux pour voir les sites touristiques en solitaire. Marcus est resté mon ami le plus proche et mon confident, mais même lui ne connaissait pas toute l'étendue de mon soutien financier à la famille Mitchell. Outre les prêts directs et les paiements médicaux, il y avait d'innombrables petites dépenses, couvrir les frais de mariage d'Amelia lorsque la contribution de Richard était insuffisante, aider avec les impôts fonciers lorsqu'ils arrivaient de manière inattendue, payer une location de vacances en famille dont j'étais invariablement trop occupé pour profiter aux côtés de tout le monde. Dans les semaines précédant ce dîner fatidique, j'avais ressenti un rare sentiment d'optimisme quant à ma place dans la famille. Richard m'avait en fait appelé pour me demander conseil sur la possibilité d'informatiser certains aspects des opérations de son usine. Jackson avait été civil lors de nos dernières interactions. La réunion de famille annuelle approchait, un événement qui attirait généralement les Mitchell de tout le pays pour un week-end dans un complexe au bord d'un lac. J'y avais toujours assisté, couvrant généralement la moitié des dépenses discrètement par des paiements directs au lieu. Cette année marquerait les 30 ans depuis que les Mitchell m'avaient adopté, et quelque chose en moi espérait une reconnaissance, un signe qu'après tout ce temps, j'étais vraiment l'un des leurs. Comme je me trompais. La soirée a commencé comme n'importe quel autre dîner de famille mensuel. Je suis arrivé à la maison de la famille Mitchell, la même maison coloniale de 2 étages où j'avais passé mon enfance, à 18 heures précises, une bouteille du pinot noir préféré de Diane à la main. Richard a ouvert la porte avec son salut standard, une poignée de main ferme et une tape sur l'épaule qui ne s'est jamais tout à fait transformée en une véritable étreinte. La maison sentait le rôti de bœuf et les petits pains frais, le dîner dominical signature de Diane. Dans le salon, Jackson sirotait déjà une bière, faisant défiler son téléphone avec l'expression détachée qu'il portait chaque fois que j'étais là. Amelia et Bradley étaient assis sur le canapé, leur posture parfaite et assortie d'une manière qui semblait répéter. « Otis, si contente de te voir », a appelé Diane depuis l'embrasure de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Son sourire était sincère, bien que fatigué, les rides autour de ses yeux plus profondes qu'elles ne l'étaient il y a un mois. Je lui ai donné une douce étreinte, faisant attention à ses articulations douloureuses, et j'ai offert le vin. « Tu n'aurais pas dû », a-t-elle dit, les mêmes mots qu'elle disait à chaque fois, bien que nous sachions tous les deux que le geste était attendu. La conversation du dîner a suivi son cours habituel, une petite conversation soigneusement chorégraphiée qui évitait tout échange significatif. Richard s'est plaint des nouvelles réglementations environnementales affectant son usine. Bradley a fait des commentaires sur le marché boursier délibérément simplifié, comme si je ne pouvais pas comprendre les questions financières malgré la direction d'une entreprise prospère. Amelia a détaillé les plans de son comité de charité pour un gala de collecte de fonds. J'ai remarqué que la tension dans la pièce semblait accrue, avec des regards étranges échangés entre Jackson et Richard, mais j'ai poursuivi ma stratégie habituelle d'engagement agréable. Lorsqu'il y a eu une accalmie dans la conversation, j'ai mentionné mes préparatifs pour la prochaine réunion de famille. J'ai bloqué toute cette semaine, ai-je dit, sincèrement excité. Je pensais venir au lac quelques jours plus tôt pour aller à la pêche avant que tout le monde n'arrive. Jackson, tu te souviens de ce bar monstrueux que tu as attrapé l'année dernière ? Je suis déterminé à battre ton record cette fois. Le silence qui a suivi mon commentaire a été immédiat et lourd. Jackson a regardé Richard, qui est soudainement devenu très intéressé par la découpe de son rôti. Puis Jackson a laissé échapper un rire sec qui a ressemblé à une gifle. « Tu n'es pas invité », a-t-il dit, sa voix portant une cruauté que je n'avais pas entendue depuis notre adolescence. « C'est pour la vraie famille, seulement cette fois. » Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. J'ai regardé autour de la table, attendant que quelqu'un, n'importe qui, le contredise. Richard s'est raclé la gorge, mais n'a rien dit. Diane fixait son assiette, ses jointures blanches autour de sa fourchette. Amelia a échangé un regard avec Bradley, qui a à peine réprimé un sourire narquois. « Je ne comprends pas », ai-je dit prudemment, ma voix stable malgré le tremblement de terre qui se produisait en moi. J'ai assisté à chaque réunion depuis 26 ans. Eh bien, les choses changent, a poursuivi Jackson, enhardi par l'absence d'opposition. Tante Margaret organise cette année et elle veut que ce soit intime. Tu sais, les parents de sang. C'est vraiment une question de place, a finalement offert Richard, évitant mon regard. Ne cherche pas à adoucir les choses, papa,
est intervenue Amelia, sa voix portant le même ton suffisant qu'elle avait développé depuis son mariage avec Bradley. On en parle depuis des mois. La réunion devrait être pour les vrais Mitchell. Bradley a hoché la tête sagement. Les liens du sang sont plus forts que tout, après tout. Sans vouloir t'offenser, Otis. Mais l'offense était clairement intentionnelle, et la nature calculée de cette embuscade est devenue évidente. Ce n'était pas une décision spontanée. Ils en avaient discuté, l'avaient planifié, et avaient choisi de communiquer la nouvelle de cette manière publique et humiliante plutôt qu'en privé avec un semblant de compassion. J'ai senti quelque chose changer en moi, comme des plaques tectoniques grinçant les unes contre les autres avant une rupture catastrophique. Mais des années à naviguer sur le terrain émotionnel de cette famille m'avaient appris à masquer mes réactions. J'ai soigneusement placé ma serviette à côté de mon assiette, j'ai forcé mon visage à prendre une expression neutre et je me suis levé. Je vois, ai-je simplement dit. Eh bien, merci de m'avoir prévenu. Je viens de me souvenir que j'ai une réunion cliente au demain matin pour laquelle je dois me préparer. Diane, le dîner était délicieux comme toujours. Tu n'es pas obligé de partir, Otis, a dit doucement Diane, levant enfin les yeux avec détresse. Ce n'est pas un problème. J'ai vraiment cette réunion, ai-je menti avec aisance. Richard, Jackson, Amelia, Bradley, profitez bien du reste de votre soirée. J'ai marché jusqu'à la porte à pas mesurés, j'ai récupéré ma veste dans le placard et je suis sorti. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a rappelé. Le seul son fut la reprise de la conversation à table, comme si une interruption mineure avait été gérée et que le service normal pouvait maintenant reprendre. Le trajet de retour à mon appartement s'est déroulé dans un flou. Les feux de circulation, les autres voitures, les points de repère familiers de la ville, tout s'enregistrait vaguement, comme vu à travers un verre dépoli. J'ai maintenu mon sang-froid par pure volonté jusqu'à ce que j'atteigne l'intimité de mon Penthouse. Ce n'est qu'alors, debout dans mon vaste salon avec ses baies vitrées donnant sur une ville pleine de gens qui n'étaient pas ma famille, que j'ai laissé tomber le masque. Je me suis effondré sur mon canapé en cuir sur mesure, j'ai mis ma tête dans mes mains et j'ai senti 27 ans de rejet s'abattre sur moi comme un raz-de-marée. La vraie famille seulement. Les mots se rejouaient dans mon esprit, chaque répétition une nouvelle coupure. Après près de 3 décennies à essayer de gagner ma place parmi eux par la réussite, par la générosité, par une loyauté inébranlable, j'étais toujours l'étranger, l'enfant adopté, celui qui n'appartenait pas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans l'obscurité, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers des larmes que je ne m'étais pas autorisé à verser depuis des années. Au matin, la douleur s'était cristallisée en quelque chose de plus dur, quelque chose qui finirait par me donner la force de faire ce qui devait être fait. Le lendemain matin, je me suis jeté dans le travail avec une intensité qui a alarmé même mes employés les plus dévoués. Je suis arrivé au bureau avant 7 heures, j'ai programmé des réunions consécutives et j'ai examiné des contrats jusque bien après minuit. Le même schéma s'est répété pendant 3 jours d'affilée, une immersion délibérée dans les exigences professionnelles pour éviter l'épave émotionnelle qui m'attendait chaque fois que je me permettais de penser au dîner. Diane a appelé plusieurs fois chaque jour. Je lui ai envoyé des textos disant que j'étais débordé par un projet important, mais que j'appellerais quand les choses se calmeraient. Ce n'était pas entièrement faux. Nous finalisions un contrat majeur avec un système de santé qui exigeait mon attention, mais la vraie raison pour laquelle je ne pouvais pas lui parler était que je ne me faisais pas confiance pour garder mon sang-froid. Que pouvait-elle bien dire qui effacerait ce qui s'était passé? Quelle explication pourrait justifier la décision collective de la famille de formaliser mon exclusion après toutes ces années? Le 4e jour, Marcus m'a acculé dans mon bureau bien après que tout le monde soit parti. « Tu as une sale gueule », a-t-il dit sans embâche, se laissant tomber dans le fauteuil en face de mon bureau. Et tu agis comme un homme qui fuit quelque chose. Que s'est-il passé? Je n'avais pas prévu de lui dire, mais une fois que j'ai commencé à parler, toute l'histoire a jailli, le dîner, l'annonce de Jackson, la complicité silencieuse de la famille, ma sortie digne suivie d'une dévastation privée. Marcus a écouté sans interrompre, son expression s'assombrissant à chaque nouveau détail. Quand j'ai fini, il s'est penché en avant, sa voix inhabituellement douce. Otis, je t'ai vu te plier en 4 pour ces gens pendant des années. Tu as toléré leur manque de respect, ignoré leurs affronts et continué à te présenter avec rien d'autre que de la générosité. Et c'est ainsi qu'ils te remercient, en t'excluant explicitement d'un événement familial auquel tu as assisté toute ta vie. Il est temps de te défendre, mec. À quoi bon? Ai-je demandé,
la lassitude dans ma voix me surprenant moi-même. Ils ont clairement exprimé leurs sentiments. L'enjeu, c'est le respect de soi, a répondu Marcus. Et les limites. Tu as soutenu financièrement des gens qui n'ont même pas la décence de te traiter avec un respect élémentaire. Son commentaire sur le soutien financier a déclenché quelque chose dans ma mémoire. J'avais récemment organisé mes dossiers financiers personnels en préparation d'une réunion avec mon comptable. En ouvrant mon ordinateur portable, j'ai affiché le tableur où je suivais les prêts familiaux et autres aides. Ce que j'ai vu m'a choqué, même moi qui avais vécu chaque transaction individuelle. Listé en rangée nette se trouvaient toutes les fois où j'étais intervenu pour aider financièrement la famille Mitchell. Les prêts commerciaux de Jackson qui n'ont jamais été remboursés totalisaient 45 000 $ pour ces 3 entreprises ratées. Les virements mensuels aux spécialistes de Diane, 1500 $ chaque mois pendant 3 ans, s'élevaient à 54 000 $. Le sauvetage temporaire de l'entreprise de Richard l'année dernière, 60 000 $ sans $1 remboursé malgré l'accord signé promettant des paiements trimestriels. La contribution au mariage d'Amelia, 25 000 $ que Richard m'avait demandé de fournir lorsque son entreprise connaissait un problème de trésorerie temporaire. L'hypothèque de la maison du lac que je payais pour moitié malgré le fait que je l'utilisais peut-être un week-end par an, 72 000 $ sur 6 ans. Diverses petites dépenses, cadeaux de Noël, vacances en famille auxquelles j'assistais rarement, réparation de voitures d'urgence, impôts fonciers ont ajouté des dizaines de milliers de plus au total. En regardant la somme finale, une vague de colère a finalement percé la blessure qui dominait mes émotions depuis le dîner. Plus d'1/4 million de $, ai-je dit doucement. C'est ce que je leur ai donné, Marcus. Et ils ne peuvent même pas m'inclure dans une réunion de famille. Mon Dieu, Otis, je savais que tu les aidais, mais ça. Marcus s'est interrompu, regardant l'écran avec incrédulité. Comme par hasard, mon téléphone a vibré avec une notification. C'était une alerte bancaire pour une nouvelle demande de virement de Richard Mitchell de 2800 $. Le message joint disait « Besoin de couvrir certaines dépenses de la réunion de famille. On te remboursera le mois prochain. Merci. » L'audace était à couper le souffle. Non seulement il m'avait explicitement exclu de l'événement, mais Richard me demandait maintenant de l'aider à le payer. En regardant cette demande, quelque chose a finalement craqué en moi. Le bon fils, l'adopté reconnaissant, l'éternel étranger désespéré d'approbation, cette version de moi est morte à ce moment-là, remplacée par quelqu'un qui pouvait enfin voir la situation avec une clarté douloureuse. Fini, ai-je dit, ma voix stable et certaine. Marcus a levé les yeux du tableur. Fini quoi? Fini de financer leur vie pendant qu'ils me traitent comme si j'étais jetable. Fini de prétendre que nous sommes une famille quand c'est pratique pour leur compte en banque, mais pas quand il s'agit d'une véritable inclusion. Fini. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait une capture d'écran de la demande de virement de Richard. Puis j'ai refusé la transaction et j'ai envoyé à Richard la capture d'écran avec un simple message, paiement refusé. Ça doit être cette politique de famille seulement. Puis j'ai éteint mon téléphone, fermé mon ordinateur portable, et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti autre chose que de la douleur. Ce n'était pas tout à fait la paix, mais c'était quelque chose d'adjacent. La certitude apaisante qui vient lorsqu'on honore enfin sa propre valeur. Je ne m'attendais pas à une réponse immédiate à mon refus de la demande de fonds de Richard, mais mon téléphone a explosé de notifications quelques minutes après l'avoir rallumé le lendemain matin. 6 appels manqués de Richard. 4 de Jackson. 9 textos qui sont passés de la confusion à la colère, puis à des menaces à peine voilées de ruiner les relations familiales pour un malentendu. Le texto le plus révélateur venait de Richard, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais nous avons besoin de cet argent aujourd'hui. Margaret attend la compte pour le lieu de la réunion avant midi. Aucune excuse, aucune reconnaissance du lien entre mon exclusion et mon refus de financer la dite exclusion, juste de l'arrogance enveloppée dans l'urgence. Le message vocal de Jackson était moins retenu, c'est quoi ce bordel, Otis? Papa a dit que tu refusais d'aider pour la réunion après tout ce que cette famille a fait pour toi. Très mature. Règle ça ou il y aura des conséquences. Tout ce que cette famille a fait pour moi. La phrase résonnait dans mon esprit alors que je consultais à nouveau mes dossiers financiers. L'ironie était presque douloureuse. La contribution d'Amelia est venue par email. Un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Je suis déçu de toi, Otis. Maman est contrariée et tu sais que le stress n'est pas bon pour son état.
Est-ce vraiment ainsi que tu veux remercier la famille qui t'a accueilli quand personne d'autre ne le voulait? Nous pouvons discuter de la situation de la réunion, but retenir un soutien financier et mesquin et cruel. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai rencontré mon conseiller financier pour examiner tous les prêts en cours à la famille Mitchell et j'ai appelé mon avocat pour discuter de l'applicabilité des accords de prêt que Richard et Jackson avaient signés. En fin d'après-midi, Diane a finalement appelé. Contrairement aux autres, elle n'avait laissé qu'un seul message vocal me demandant de rappeler quand je serais prêt à parler. Sa voix avait été douce, teintée de ce qui semblait être un remords sincère. Après avoir pris une profonde inspiration, j'ai rappelé. Otis, a-t-elle répondu immédiatement. Merci d'avoir rappelé. J'étais si inquiète. Je vais bien, Diane, ai-je dit, gardant un ton neutre. Juste occupé par le travail. Richard m'a parlé du malentendu avec le virement d'argent. Ce n'était pas un malentendu. Je ne finance pas une réunion de famille dont j'ai été explicitement non invité. Un long silence a suivi. Je suis désolé de ce qui s'est passé au dîner. Les choses qui ont été dites étaient méchantes. Méchantes, ai-je répété. Essayée cruelle et exclusive après 27 ans passés au sein de cette famille. Et le pire, c'est que vous étiez tous assis là et avez laissé faire. Vous n'avez pas dit un mot pour ma défense. Sa voix s'est brisée. Je sais. J'aurais dû dire quelque chose. C'est juste que Richard et Jackson en discutaient depuis des semaines, et je pensais. Attends, ai-je interrompu. Tu étais au courant de cette décision à l'avance. Vous avez tous prévu de me tendre une embuscade au dîner. Un autre silence douloureux a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Je n'étais pas d'accord avec eux, a-t-elle finalement dit. Mais tu sais comment est Richard quand il prend une décision, et avec la pression financière qu'il subit. Donc, c'est une question d'argent, ai-je dit platement. M'exclure est en quelque sorte motivé financièrement. Non, non, a-t-elle rapidement rétropédalé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais quelque chose dans sa voix m'a dit que j'étais tombé sur une vérité qu'elle n'avait pas l'intention de révéler. Les pièces se sont soudainement emboîtées. Les demandes financières croissantes de Richard. Le ressentiment de Jackson. Le moment de mon exclusion, juste au moment où les dépenses de la réunion devaient être couvertes. Diane, ai-je dit lentement. Je dois te poser une question, et j'ai besoin d'une réponse honnête. Richard comptait-il sur mes contributions à la famille? Les prêts, les paiements médicaux, tout ça, tout en décidant simultanément que je ne suis pas vraiment de la famille. Son hésitation m'a tout dit. C'est compliqué, Otis. Tu as été si généreux et nous en sommes reconnaissants, mais l'entreprise a des difficultés et avec mes factures médicales. Arrête, ai-je dit doucement. Arrête, c'est tout. Je soutiens financièrement cette famille depuis des années pendant que vous décidez tous que je ne suis pas vraiment l'un des vôtres. As-tu la moindre idée de ce que ça fait? Otis, s'il te plaît. Non, j'ai fini de supplier pour être accepté. J'ai fini de financer mon propre rejet. Après avoir terminé l'appel avec Diane, j'ai rédigé un email formel à Richard, Jackson, Amelia et Bradley. J'ai détaillé chaque prêt, cadeau et contribution financière que j'avais fait à la famille au cours de la dernière décennie, avec les dates, les montants et des copies des accords là où ils existaient. J'ai expliqué que je me retirais de l'hypothèque et de la propriété de la maison du lac avec effet immédiat, et que tous les prêts en cours étaient désormais exigibles dans les 30 jours, conformément aux accords écrits qu'ils avaient signés. L'email était direct mais pas colérique, simplement un compte rendu factuel de la réalité financière qu'ils avaient tenue pour acquise tout en décidant que je n'étais pas vraiment de la famille. J'ai terminé par « J'ai apprécié mon lien avec la famille Mitchell pendant 27 ans, souvent à un coût personnel et financier important. Je comprends maintenant que ce lien a été principalement une question de commodité pour la plupart d'entre vous. Considérez ceci comme un avis que la banque d'Otis est définitivement fermée. » J'ai envoyé l'email, puis j'ai de nouveau éteint mon téléphone. Cette nuit-là, j'ai eu ma première vraie conversation avec mon thérapeute depuis des années. Le docteur Lawrence m'avait aidé à surmonter les problèmes d'identité liés à l'adoption dans ma vingtaine, et maintenant j'avais de nouveau besoin de ses conseils. Ce que vous ressentez est parfaitement valide, m'a-t-il dit après que j'ai raconté les événements récents. Vous avez passé la majeure partie de votre vie à essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné gratuitement. Fixer des limites n'est pas seulement approprié, c'est nécessaire pour votre santé émotionnelle. Je me sens coupable, ai-je admis, surtout pour les traitements médicaux de Diane.
Vous pouvez soutenir les besoins de santé de Diane directement auprès des prestataires si vous le souhaitez, a-t-il suggéré. Mais le schéma plus large de dépendance financière qu'ils ont établi avec vous est malsain pour toutes les personnes impliquées. Rompre ce schéma est un acte de respect de soi. Le lendemain s'est passé dans un silence étrange. Pas d'appel, pas de texto, pas de mail d'aucun membre de la famille Mitchell. Je me suis plongé dans le travail, j'ai dîné avec Marcus et sa femme, et je suis rentré chez moi en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. La clarté qui vient lorsqu'on se défend enfin après des années d'accommodement est une forme de paix en soi. Cette paix fut de courte durée. 2 jours après avoir envoyé l'email, à 19h32 précise, 3 coups secs ont retenti contre la porte de mon appartement. Je n'attendais pas de visiteurs et l'immeuble avait un portier qui annonçait généralement les invités. L'arrivée inopinée était donc inhabituelle. Quand j'ai vérifié par le Judas, j'ai été surpris de voir Richard, Jackson et Bradley debout dans le couloir. Le visage de Richard était rouge de colère. Jackson faisait les 100 pas nerveusement, et Bradley se tenait légèrement à l'écart, son expression un mélange de dédain et de calcul. Pendant un moment, j'ai envisagé de ne pas répondre, mais je savais que cette confrontation était inévitable et peut-être nécessaire. J'ai ouvert la porte, mais je suis resté dans l'embrasure, bloquant leur entrée. Nous devons parler, a dit Richard, tentant de s'avancer. J'ai dit tout ce que j'avais à dire dans mon email, ai-je répondu calmement. Tu ne peux pas nous couper les ponts comme ça, est intervenu Jackson. Nous sommes une famille. L'ironie de sa déclaration après le commentaire, la vraie famille seulement, ne m'a pas échappé. Je pense que les événements récents ont clarifié que je ne suis pas réellement considéré comme de la famille, ai-je dit. Mais nous pouvons parler. Entrez. Je les ai conduits dans mon salon, mais je suis resté debout pendant qu'ils prenaient place. Le contraste entre leur posture tendue et la vue paisible de la ville derrière eux était saisissant. Richard a parlé en premier, son ton oscillant entre conciliant et exigeant. Otis, cette situation est devenue incontrôlable. Jackson a mal parlé au dîner. Bien sûr que tu fais partie de la famille. Mal parlé, ai-je répété, et tout le monde s'est trouvé d'accord avec ce mal parlé, et vous avez tous justement discuté de ce mal parlé pendant des semaines à l'avance, selon Diane. Richard a jeté un rapide coup d'œil à Jackson avant de continuer. Écoute, des choses ont été dites qui n'auraient pas dû l'être. On peut arranger ça. Mais couper tout soutien financier sans avertissement, c'est extrême. Sans avertissement ? J'ai ri, incrédule. Vous m'avez explicitement exclu d'un événement familial tout en continuant à attendre que je vous aide à le financer. C'était mon avertissement. La façade de calme de Jackson s'est fissurée la première. Tu as toujours fait ça. Agir en supérieur parce que tu as eu de bonnes notes et que tu as bâti une entreprise prospère. Certains d'entre nous n'ont pas eu tous les avantages. Je les regardais, sincèrement stupéfait par la distorsion de la réalité. Quels avantages, Jackson ? Tu es allé dans une école privée aux frais de tes parents pendant que je travaillais après les cours pour contribuer. Tu as eu l'université entièrement financée pendant que je travaillais 3 emplois entre les cours. Tu as eu plusieurs entreprises financées par l'argent de la famille, y compris le mien, pendant que j'ai construit la mienne à partir de rien. C'est différent, a-t-il marmonné. Comment ? Comment est-ce différent, ai-je insisté. Parce que tu as eu de la chance. Ton entreprise a décollé tandis que les miennes ont eu du mal. Et papa a toujours attendu plus de moi parce que je suis son vrai fils. Voilà. Le cœur de son ressentiment mis à nu. Bradley, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est penché en avant avec l'air confiant de quelqu'un sur le point de porter le coup de grâce. Les accords de prêt que vous avez mentionnés ne sont pas aussi contraignants que vous le pensez. Nos avocats de famille les ont examinés, et il y a plusieurs voies que nous pourrions emprunter pour contester leur application. Je me suis tourné vers lui, étrangement reconnaissant de sa tentative transparente d'intimidation. Vos avocats de famille devraient les examiner plus attentivement, Bradley. Chaque document a été préparé par Levenson & Associates, l'un des meilleurs cabinets d'avocats en droit des contrats de l'État. Mais je vous en prie, poursuivez ces voies. Je serais ravi que tout cela soit examiné en audience publique, y compris le schéma de dépendance financière et les récentes déclarations explicites sur mon statut familial. L'expression de Bradley a légèrement vacillé, mais Richard est intervenu avant qu'il ne puisse répondre. Il ne s'agit pas de documents juridiques, Otis. Il s'agit d'obligations familiales. Exactement, ai-je acquiescé.
des obligations familiales comme inclure les enfants adoptés dans les événements familiaux, comme défendre les membres de la famille quand ils sont maltraités, comme ne pas traiter quelqu'un comme un distributeur automatique tout en déclarant simultanément qu'il n'est pas de la vraie famille. La façade composée de Richard s'est finalement fissurée. Tu ne comprends pas la pression que nous subissons. L'entreprise est en faillite. La brasserie de Jackson est sous l'eau, et nous avons utilisé tes prêts pour maintenir tout à flot. Sans ton argent, nous pourrions perdre la maison. L'aveu flottait dans l'air comme une révélation, bien qu'il ne fasse que confirmer ce que je soupçonnais déjà. C'est donc de ça qu'il s'agit vraiment, ai-je dit doucement. Vous avez besoin de mon argent, mais vous ne voulez pas de moi. Ce n'est pas juste, a protesté Richard, mais ses yeux ne pouvaient pas croiser les miens. N'est-ce pas? Vous avez utilisé les prêts pour maintenir un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. Les échecs de Jackson ont été amortis par mon succès. Et tout cela pendant que vous décidiez que je ne suis pas vraiment un Mitchell. Qu'est-ce que tu veux de nous, a demandé Jackson. Des excuses. Bien. Je suis désolé. J'ai dit que tu n'étais pas invité. Maintenant, vas-tu aider avec l'argent? Son manque de sincérité était si transparent que c'en était presque comique. Je ne veux rien de vous, ai-je répondu. C'est là toute la question. Pendant des années, j'ai voulu être accepté, inclus, traité comme un vrai membre de cette famille. J'accepte enfin que cela n'arrivera jamais et je ne suis plus disposé à financer mon propre rejet. C'est ridicule, a explosé Richard, se levant soudainement. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, Richard, ai-je interrompu, ma voix d'un calme mortel. M'adopter? Oui. Fournir les nécessités de base pendant l'enfance? Oui. Mais m'aimer de manière égale? M'accepter pleinement? Me défendre quand j'étais exclu? Non. Nous n'avons pas à rester ici et à subir ça, a dit Jackson, se levant également. Vous avez raison. Vous n'avez pas à le faire. Et je vous demande à tous de partir maintenant. Nous n'avons pas fini de discuter de ça, a insisté Richard. Moi si, ai-je déclaré fermement. Les conditions sont dans l'email. Les remboursements de prêts commencent dans 30 jours. J'ai déjà demandé à mon avocat d'engager des poursuites si le calendrier n'est pas respecté. Espèce d'ingrat, a commencé Jackson, s'avançant vers moi les poings serrés. Ça suffit, les jeux coupés. Partez maintenant ou j'appelle la sécurité de l'immeuble. Ils n'ont pas bougé. Le visage de Richard avait pris une teinte violacée alarmante. Jackson vibrait pratiquement de rage et Bradley envoyait rapidement des textos à quelqu'un sur son téléphone, probablement ses avocats de famille. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le hall d'entrée. Edward, c'est Otis Mitchell au Penthouse Bay. J'ai 3 visiteurs qui refusent de partir. Pourriez-vous s'il vous plaît envoyer la sécurité? Merci. La menace d'une humiliation publique a finalement brisé leur détermination. Richard a pointé un doigt vers moi. Ce n'est pas fini, Otis. Les familles ont des désaccords, mais nous couper les vivre financièrement pour un seul commentaire est inadmissible. Ce n'était pas un seul commentaire, ai-je répondu alors qu'il se dirigeait à contre-cœur vers la porte. C'était 27 ans d'acceptation conditionnelle culminant en un rejet explicite. J'accepte simplement enfin ce que vous me montrez depuis le début. La sécurité est arrivée alors qu'ils partaient, les escortant jusqu'à l'ascenseur puis hors de l'immeuble. J'ai regardé par ma fenêtre alors qu'ils émergeaient dans la rue en bas, Richard gesticulant sauvagement alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture. Cette nuit-là, mon téléphone s'est illuminé de messages de membres de la famille élargie, cousins, tantes, oncles, tous exprimant leur déception face à mon abandon de Richard et Jackson dans leur moment de besoin. Il était clair qu'on leur avait donné une version très éditée des événements. Plusieurs messages mentionnaient ma jalousie envers Jackson et ma manipulation des finances de la famille. Après avoir lu des dizaines de ces messages, j'ai composé une seule réponse factuelle que j'ai envoyée à tout le monde. J'ai contribué à plus de 250 000 $ pour soutenir la famille Mitchell au cours de la dernière décennie. La semaine dernière, j'ai été explicitement non invité à la réunion de famille parce que je ne suis pas considéré comme de la vraie famille. J'aligne simplement mon soutien financier sur cette nouvelle compréhension de mon statut familial. J'ai joint la documentation des contributions majeures, les accords de prêt, les reçus de virement, les dossiers de paiement médical, et je l'ai envoyé à tout le monde. Puis j'ai éteint mon téléphone, je me suis versé un scotch et j'ai regardé les lumières de la ville en bas, me sentant étrangement libéré malgré la douleur.
4 mois se sont écoulés avant que je n'aie de contact significatif avec un membre de la famille Mitchell. Pendant ce temps, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie autour de liens authentiques plutôt que d'obligations. Mon entreprise a continué de prospérer, s'étendant sur de nouveaux marchés et ajoutant 15 employés. J'ai acheté un chalet dans les montagnes à 2 heures de la ville, pas une maison de vacances tape à accent grave-l'œil comme la maison du lac familial, mais une retraite paisible où je pouvais pêcher, faire de la randonnée et me reconnecter avec moi-même. Mes séances de thérapie avec le docteur Laurence sont devenues une constante hebdomadaire, m'aidant à traiter le deuil de la perte de ma famille adoptive tout en reconnaissant qu'une grande partie de ce que j'avais perdu était une illusion plutôt qu'une réalité. Vous faites le deuil de la famille que vous vouliez qu'il soit, a-t-il observé lors d'une séance particulièrement difficile, pas nécessairement de la famille qu'ils étaient réellement. Le développement le plus surprenant est venu de quartiers inattendus. Après mon email de masse à la famille Mitchell élargi avec la documentation de mon soutien financier, 3 cousins et une tante m'ont contacté séparément pour exprimer leur choc sur la façon dont j'avais été traité. La cousine Rachel, avec qui j'avais toujours aimé discuter lors des réunions de famille, m'a appelé pour me dire qu'elle n'avait aucune idée de mon exclusion de la réunion. Ce n'est pas ainsi que notre famille est censée traiter les gens, a-t-elle dit fermement. Adopté ou non, tu es un Mitchell. Point final. Tante Suzanne, la sœur de Richard, a écrit un long email s'excusant du comportement de son frère et partageant qu'elle avait décidé de ne pas assister à la réunion en signe de protestation. J'ai toujours pensé que tu étais le meilleur d'entre nous, a-t-elle écrit. Le plus gracieux, le plus généreux. Comment Richard n'a pas réussi à voir cela me dépasse. Ces liens inattendus sont devenus une source de guérison. Rachel et moi avons commencé à nous rencontrer régulièrement pour un café. Tante Suzanne m'a invité chez elle pour le dîner et m'a présenté à des membres de la famille de son mari qui m'ont accueilli sans poser de questions. 2 autres cousins, Marc et David, m'ont contacté pour prendre des nouvelles, mentionnant qu'ils s'étaient toujours sentis un peu mis à l'écart par la branche de la famille de Richard aussi. Mon amitié avec Marcus s'est approfondie alors que je me suis enfin permis d'être vulnérable sur mon histoire familiale. Son soutien indéfectible et sa juste colère en mon nom m'ont aidé à valider des sentiments que j'avais réprimés pendant des décennies. Grâce à la thérapie, j'ai également découvert un groupe de soutien pour les adoptés adultes naviguant dans des dynamiques familiales complexes. Le soulagement d'être parmi des personnes qui comprenaient intrinsèquement les défis uniques de l'adoption a été profond. Une membre du groupe, Nathalie, a particulièrement compris mon expérience d'acceptation conditionnelle. Nos expériences partagées ont mené à une amitié qui s'est progressivement transformée en quelque chose de plus. Quant à la famille Mitchell proprement dite, les conséquences de mon retrait financier se sont déroulées exactement comme Richard l'avait craint. Jackson a dû vendre son VUS de luxe pour couvrir les dettes de la brasserie. Richard et Diane ont quitté la maison familiale pour une plus petite maison dans un quartier moins prestigieux. La maison du lac familial a été vendue pour couvrir d'autres obligations. La réunion de famille s'est déroulée sans moi, bien que tante Suzanne ait rapporté qu'elle était peu fréquentée et quelque peu morose. Les accords de prêt étaient une autre affaire. Malgré les menaces d'action en justice de Bradley, aucune contestation ne s'est matérialisée. Au lieu de cela, Richard a effectué des paiements mensuels minimes qui couvraient à peine les intérêts. Jackson n'a effectué aucun paiement. Je n'ai pas poursuivi de recouvrement agressif. L'accord servait davantage de documentation de la vérité que de dettes que je m'attendais à récupérer. 3 mois après la confrontation, Diane a de nouveau pris contact. Son message était simple. Tu me manques. Je suis désolé. Pouvons-nous parler? Après en avoir discuté avec le docteur Laurence, j'ai accepté de la rencontrer pour un café dans un lieu neutre. Elle avait l'air plus âgée, plus fatiguée que dans mon souvenir, le stress des derniers mois évident dans de nouvelles rides autour de ses yeux. Je t'ai laissé tomber, a-t-elle dit sans préambule. J'aurais dû te défendre à ce dîner et 100 fois avant. J'ai laissé la personnalité plus forte de Richard l'emporter sur ce que je savais être juste, et je le regretterai pour le reste de ma vie. Ces excuses étaient les premières vraiment sincères que j'avais reçues de l'un d'entre eux. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures. Elle a expliqué que l'entreprise de Richard était maintenant officiellement en procédure de faillite, que Jackson vivait dans leur chambre d'amis après que son bail d'appartement n'ait pas été renouvelé, et qu'Amelia et Bradley s'étaient éloignés lorsqu'il est devenu clair qu'il n'y aurait plus d'aide financière à venir. Je ne te dis pas ça pour que tu te sentes coupable, m'a-t-elle assuré. Tu as fait exactement ce que tu aurais dû faire. Je te le dis parce que je veux que tu saches que je vois clairement maintenant. Je vois comment moi,
avons tenu ta générosité pour acquise tout en te laissant être traité comme moins que de la famille. J'ai profondément honte. Je croyais que son remords était sincère. Après mûre réflexion, j'ai de nouveau pris des dispositions pour couvrir ses traitements médicaux directement auprès de ses prestataires, mais j'ai maintenu des limites fermes concernant toute autre aide financière. Nous avons commencé une reconstruction prudente de notre relation, un café toutes les quelques semaines, des appels téléphoniques occasionnels, mais j'ai clairement indiqué que mes limites avec Richard et Jackson restaient fermes. 6 mois après la confrontation, j'ai organisé ce que Nathalie a appelé en plaisantant une « réunion de famille authentique » dans mon chalet de montagne. Marcus et sa famille sont venus. Rachel et son mari nous ont rejoints. Tante Suzanne a fait sa fameuse tarte aux pommes. 3 amis de mon groupe de soutien pour l'adoption ont complété le rassemblement. Nous avons pêché, fait de la randonnée, joué à des jeux de société et partagé des repas sans le courant sous-jacent de tension qui avait caractérisé les événements de la famille Mitchell. À cette époque, j'ai également créé la Fondation Mitchell pour l'adoption, fournissant des ressources éducatives et de soutien émotionnel aux enfants adoptés et à leurs familles. La première initiative de la Fondation a financé des services de thérapie pour les adoptés naviguant dans des problèmes d'identité, quelque chose auquel j'aurais aimé avoir accès plus tôt dans ma vie. Richard a appelé une fois pendant cette période, son ton maladroitement conciliant, mais manquant toujours de véritable responsabilité. Nous devrions mettre cette histoire désagréable derrière nous, a-t-il suggéré. Les désaccords familiaux arrivent, mais le sang, je veux dire, la famille, c'est ce qui compte à la fin. Tu as raison, Richard, ai-je répondu. La famille est ce qui compte. La vraie famille, celle construite sur le respect mutuel, le soutien et l'amour, pas sur l'obligation et la commodité. Je suis en train de construire ce genre de famille maintenant. Il n'a pas rappelé. 1 an après l'incident du dîner qui a tout changé, j'étais assis sur la terrasse de mon chalet avec Nathalie à mes côtés, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes d'orange et de rose brillants. Notre relation s'était développée de manière stable, construite sur une base de communication honnête et de compréhension partagée des complexités de l'adoption. Le regrettes-tu ? A-t-elle demandé, sa main chaude dans la mienne. D'avoir fixé ses limites avec ta famille adoptive. J'ai examiné la question attentivement. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette les années que j'ai passées à essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné gratuitement. Mais me défendre, non, ça je ne le regrette pas du tout. La paix que j'ai trouvée depuis que j'ai établi ces limites a été transformatrice. J'ai appris que la famille n'est pas définie par le sang ou les documents légaux, mais par un amour et un respect constant. Parfois, la famille que nous nous créons est plus authentique que celle dans laquelle nous sommes nés ou adoptés. Si vous êtes aux prises avec des dynamiques familiales similaires, adoptées ou non, souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à la reconnaître. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est essentiel pour la santé émotionnelle. Et parfois, s'éloigner des relations toxiques est le début d'une véritable découverte de soi. Avez-vous déjà eu à fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille ? Qu'est-ce qui vous a aidé à traverser ce processus ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Souvenez-vous, votre vraie famille est composée de personnes qui vous aiment sans condition ni exception. Merci d'avoir écouté mon histoire et je vous souhaite le courage d'honorer votre valeur dans toutes vos relations.